Écoutez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Denis Perruchet, je suis directeur chez KPC. On va voir donc cette table ronde qui va nous emmener jusqu'à 12h25 pour parler des données de santé. KPC, en fait, pour nous présenter rapidement, on est un cabinet de conseil et d'expertise autour du digital et de la data. On accompagne les organisations sur l'organisation de leurs données, sur les processus de gestion de la donnée, sur les moyens d'analyser les données et les outils à mettre en place. Et on intervient dans tous les secteurs d'activité. Mais je dirais que depuis plusieurs années, en accompagnant des organisations du domaine de la santé, on s'est rendu compte que c'est certainement un des secteurs où qui fait partie des secteurs où il y a le plus d'innovation, où il y a un usage comme dans les autres secteurs, mais avec des choses qui vont encore des fois un peu plus loin sur l'usage des données à travers la santé, sur le domaine de la santé, et puis qui en même temps est un secteur qui est confronté à énormément de complexité, de contraintes, et c'est ce qu'on va aussi aborder lors de cette table ronde. Et donc je remercie nos trois orateurs de cette table ronde, et je laisse Guillaume se présenter. Bonjour à tous, Guillaume Mercuzot, je suis directeur développement et innovation à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Alors l'ICO, peut-être juste en quelques mots, on est un petit peu moins connu que le CHU. Donc c'est un centre de lutte contre le cancer. On traite toutes les tumeurs solides au sein de l'établissement. C'est le plus gros centre en région. On traite 45 000 patients par an. Et donc on fait du soin, de la recherche, de la prévention, de l'enseignement. Donc tout ça de manière intégrée. Voilà. Et donc la direction dont je m'occupe, une de ses missions, c'est de valoriser les actifs de l'établissement. Donc on va en parler. Et la donnée est un actif important de l'établissement, de manière à pouvoir notamment construire des modèles qui nous permettront, par exemple, de générer des recettes complémentaires. L'hôpital en a bien besoin. Donc voilà, donc c'est notamment ce dont on s'occupe. Merci Guillaume. Je laisse la parole à Mathieu. Bonjour, moi je suis donc Mathieu Monestier, directeur data intelligence normes et flux chez Santé Claire. Santé Claire, c'est ce que l'on appelle une plateforme de santé. On offre des services à nos clients qui sont les assureurs, les mutuelles, les instituts de prévoyance. Et donc on met à disposition une gamme de services qui va du tiers payant, du devis, un certain nombre de services digitaux qui génère et nous permet d'accéder à un certain nombre d'informations que l'on essaye de valoriser pour servir les intérêts et les besoins de nos clients, des clients de nos clients, les assurés finalement, et apporter un certain nombre d'innovations dans ce domaine-là. Merci Mathieu. Et maintenant, la parole est à Étienne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Étienne Medjbar, je suis responsable du département innovation et développement au CHU de Nantes. Donc j'anime une équipe d'une dizaine de personnes dédiée à l'accompagnement des projets d'innovation, alors sur vraiment toute la chaîne de valeur des projets, du besoin jusqu'à l'identification d'une idée, jusqu'au passage vers un prototype et l'accès au droit commun et au marché. Donc on développe une offre de services complète pour le personnel hospitalier d'abord, c'est notre cible, c'est une cible interne, et puis il y a la cible externe qui est l'accompagnement des startups, des entreprises, PME, grands groupes, dans leurs besoins d'expérimentation au niveau du CHU et aussi le cœur du sujet, notamment d'aujourd'hui, qui est l'accès aux bases de données hospitalières pour aller créer des partenariats. Et peut-être un petit mot sur mon parcours personnel. Moi, ça fait quasiment 10 ans maintenant que je travaille sur les questions de valorisation de données. J'ai commencé en 2015. À l'époque, on ne parlait pas trop d'IA, on parlait surtout de Big Data. C'était à l'époque d'IBM Watson. Vous voyez, donc il y a eu beaucoup de chemin parcouru en très peu de temps. Et donc j'ai fait de l'institutionnel. J'ai fait quelques années au sein d'une start-up spécialisée en intelligence artificielle, où mon rôle était de développer des partenariats avec le public. Et donc maintenant, me voilà moi aussi de retour dans le public et essayer d'accélérer et de fluidifier les parcours d'accès à la donnée. Très bien, merci Étienne. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a pas mal de thèmes, donc on va de temps en temps devoir aller un petit peu vite. Mais le premier thème, je pense, un plus introductif, mais c'est intéressant de se dire voilà, sur quelles données derrière on travaille et derrière, de manière plus générale, quels sont vos enjeux.
Mathieu, de ton côté, comment ça se présente Alors, là-dessus? j'ai commencé à l'évoquer en me présentant. Aujourd'hui, nous, on fournit un certain nombre de services aux assureurs complémentaires et à ce titre, on a accès à un certain nombre d'informations. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de la donnée associée aux tiers payants, c'est de la donnée associée au traitement du devis conseil que l'on opère pour les assurés. On a un certain nombre d'informations issues des services digitaux que l'on opère ou que l'on opère via des partenaires. Et toute cette information, finalement, elle nous est utile, d'une part, tout simplement pour piloter notre activité. On a un pilotage très fin, on a une activité qui est également de main-d'œuvre avec des conseillers, donc on a besoin de cette information pour piloter notre activité. Et donner de la visibilité à nos clients, bien évidemment, sur leur activité. Mais on s'en sert également pour développer de nouvelles offres de services qui sont basées sur la donnée et qui, finalement, apportent de la valeur ajoutée, et pas simplement financière, mais vraiment de l'offre servicielle à nos clients et aux assurés finaux, en leur apportant de la visibilité sur des nouvelles façons de traiter leur portefeuille de garantie, sur des traitements autour de la lutte antifraude notamment. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure dans les cas d'usage. On utilise également pas mal de données open data, puisque on a la chance en France d'avoir un système open data qui est quand même de plus en plus développé, et c'est vrai qu'on l'exploite beaucoup. On a travaillé récemment sur la désertification médicale, et donc on a accès à un certain nombre d'informations via les bases open data, les bases d'AMIR, les bases mises à disposition par la CPAM, et ça nous permet là aussi d'apporter un certain nombre de services complémentaires en croisant ça avec nos informations. Merci. Merci Mathieu. Je pense que Guillaume, de ton côté, tu peux peut-être compléter. Je pense que tu as d'autres champs aussi autour de la donnée. Alors oui, on va utiliser potentiellement des données un peu similaires, mais bon, un établissement de soins, on utilise surtout les données de santé, hein, les données que l'on récupère dans le cadre de la prise en charge des patients, qui vont servir à la prise en charge elle-même, mais aussi, on parle d'utilisation secondaire des données, on verra qu'on pourra les utiliser aussi pour la recherche ou pour d'autres objectifs. On va utiliser, alors ce sont des données qui sont à la fois internes, c'est-à-dire que les producteurs de données sont au sein de l'établissement, c'est le médecin, c'est le pharmacien, le paramédical qui va la produire, et puis on utilise des données qui sont des données de soins mais externes. Donc là on évoquait les bases de la CPM par exemple, du SNDS, c'est des bases qu'on utilise également, ou bien des bases de données qui sont produites dans d'autres établissements de soins avec lesquels on a besoin de s'apparier pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, en dehors de ces données de soins, on va retrouver des données administratives, économiques, donc tout ce qui permet de faire aussi tourner l'établissement. Et donc, pour répondre à... alors après, peut-être pour revenir sur les enjeux au-delà des données, le premier enjeu, donc données de soins, donc premier enjeu, il est médical. L'idée, c'est quand même... Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20% de la population sera touchée par un cancer à un moment dans sa vie. Alors, au-delà de cette perspective pas très réjouissante, sachez qu'on guérit de plus en plus du cancer. Le cancer, on vit de plus en plus longtemps avec le cancer, donc il devient une maladie chronique qui se chronicise. Et donc, la promesse, elle n'est pas seulement médicale, elle est aussi technologique, et notamment à travers l'utilisation des data et de l'IA, donc qui permettent de soutenir la prise en charge et la recherche en cancérologie. Le deuxième enjeu, il est économique, j'y reviendrai un peu plus tard, mais la donnée et l'IA, c'est aussi un levier de croissance économique pour les établissements, pour générer des recettes complémentaires. On est capable de construire des modèles d'affaires qui permettent de valoriser économiquement, financièrement la data. Et ça aide les hôpitaux, parce que les hôpitaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'on manque de sous, hein, donc on a besoin d'en trouver. Et le dernier enjeu, je terminerai là-dessus, je le mettrai plutôt dans une catégorie sociale, c'est un enjeu d'attractivité. Vous n'êtes pas sans savoir que le système de santé français est quand même dans un état qui est, on va dire plutôt médiocre, pour ne pas dire pire. Le Covid n'a rien arrangé. Aujourd'hui, on a du mal quand je dis on, c'est tous les établissements de soins, hein, du mal à attirer, fidéliser les personnels de santé. Et le fait de proposer des projets, de travailler sur des projets qui mobilisent des choses comme la data ou l'IA, c'est vraiment un aimant important pour attirer ces populations-là. Voilà. Donc il y a un enjeu d'attractivité. Merci, merci Guillaume. De ton côté, Étienne, c'est encore
Oui. peut-être des compléments, même si une partie Oui, tout à est fait. assez Non, proche. non, un petit complément. Je pense que ce qui est intéressant, il y a une notion que moi j'aime bien, c'est de parler de chaîne de valeur de la donnée. Effectivement, en point d'entrée, on a les gisements. Alors effectivement, Guillaume, tu as mentionné le soin. C'est un des gisements de données qui sont producteurs de données. Il y en a un autre, c'est la recherche clinique. Alors on oppose un peu la donnée issue de notre recherche clinique et la donnée issue du soin. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas la même représentativité, elle n'a pas les mêmes qualités, elle n'est pas structurée de la même façon. Et donc, selon les cas d'usage, il est peut-être plus intéressant d'aller chercher de la donnée issue d'une recherche clinique ou de la donnée issue du soin. On pourra revenir dans les définitions. Vous voyez, donc ça, c'est les deux sources de données qui sont à l'origine de notre chaîne de valeur. Et puis ensuite, on vient la collecter, on vient la nettoyer, on va faire du data engineering, on va structurer nos entrepôts de données de santé. Donc, encore une fois, on va créer le contenu, en fait, ou le contenant plutôt, en fait, pour aller réceptionner cette donnée, la travailler, la sécuriser. Évidemment, il y a un enjeu de sécuriser. Et donc, au fur et à mesure, si vous voulez, où vous progressez dans votre chaîne de valeur, la donnée prend de la valeur médicale, de la valeur intrinsèque, et puis aussi une valeur éventuellement en bout de chaîne économique. Et voilà. Et donc, si on poursuit ce raisonnement, on va utiliser cette donnée-là, notamment dans le cadre d'entraînement d'algorithmes, par exemple, et encore une fois, on continue sur cette chaîne de valeur de la donnée pour arriver à un produit final. Alors, on parlera peut-être des algorithmes, il y a des usages un peu plus directs de la donnée, des dépôts, des dossiers de remboursement, des négociations de prix, des autorisations de mise sur marché, du design d'essais cliniques, des études de press-screening. Enfin, on reviendra, je ne veux pas défleurer le contenu de la... Parfait. Sur la suite. Parfait. Je te laisse la parole. Très bien, je continue sur les cas d'usage. Donc effectivement, là, on est plutôt sur le bout de la chaîne de cette chaîne de valeur. Donc effectivement, le premier cas d'usage évident, c'est l'entraînement de modèles, de l'entraînement d'algorithmes. Alors il y a différentes typologies d'algorithmes. On a des algorithmes qui vont servir à poser un diagnostic. Il y a des algorithmes qui vont nous aider à prédire un pronostic, donc c'est essentiellement prédire une réponse à un traitement chez un patient particulier. On a des algorithmes qui vont nous aider sur des tâches administratives. On parle beaucoup de ChatGPT, des modèles de langue qui vont surtout servir, je pense, en tout cas immédiatement, à aller structurer des comptes rendus médicaux, à gérer des tâches administratives un peu pénibles, un peu lourdes, pour maximiser le temps des soignants à leur activité de soins et pas à leur activité administrative, ça c'est très important. Et puis enfin, on a des modèles d'algorithmes dont on parle un petit peu moins, mais qui sont présents dans toutes les machines et dans tous les outils embarqués à l'hôpital, qui est l'augmentation de la donnée. Donc c'est des outils de visualisation de données, c'est des outils typiquement en imagerie pour rendre les images beaucoup plus nettes, plus lisibles, aller contourer des zones tumorales sur les images. Donc ça c'est des modèles d'augmentation de la donnée. Donc là, vous avez 4 cas d'usage en fait d'algorithmes. Et puis enfin, il y a les cas d'usage plutôt sur les aspects réglementaires. J'en ai cité le dépôt de dossier de remboursement. Donc vous voulez démontrer un apport d'une molécule expérimentale par rapport à un standard of care. Et ben vous pouvez utiliser des données de standard of care où vous dites le patient lambda traité avec le standard of care aura cette espérance de vie ou cette survie-là. Donc ça, c'est un des cas d'usage. Et puis il y en a un dernier qu'on explore avec des laboratoires pharmaceutiques, c'est les études de pré-screening. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Un laboratoire pharma doit identifier des centres investigateurs pour sa recherche clinique et donc il doit, si vous voulez, prédire ou essayer d'anticiper le nombre de patients qu'il va pouvoir recruter dans tel et tel centre. Et donc on peut faire des études sur données, sur notre entrepôt de données de santé pour estimer une population potentielle qui va être adressée par la molécule expérimentale. Donc c'est un enjeu d'attractivité pour notre recherche clinique au CHU, et évidemment un enjeu pour les patients pour avoir accès à des molécules innovantes. Et donc on peut utiliser aussi de la donnée pour aller enrichir ces études de pré-screening qui aujourd'hui sont faites essentiellement, c'est un coup de fil au médecin investigateur en lui disant est-ce que tu as 50, 100, 200 patients potentiellement adressables par cette molécule. Donc vous voyez, sur les cas d'usage, ils sont multiples, il y a de quoi faire, mais voilà, j'espère vous avoir donné un petit overview. Guillaume, tu te retrouves dans ces cas d'usage aussi ? Alors évidemment, oui, on s'inscrit dedans. Peut-être pour donner quelques exemples concrets, du coup, dans certains des domaines que vient d'évoquer Étienne. Dans le domaine, on parlait de l'utilisation des données pour entrer des algorithmes pour la prise en charge. Je pense à un des projets que l'on a aujourd'hui à l'ICO. Donc on parlait aussi de molécules. Donc vous savez qu'avant d'être mis sur les marchés, il y a des essais qui sont faits sur les molécules et notamment des essais très précoces. C'est-à-dire que on va tester la toxicité, l'efficacité de la molécule, donc sur les premières phases de traitement.
Et aujourd'hui, la difficulté, c'est de pouvoir finalement dire si, lorsque vous allez prendre cette molécule-là, est-ce que l'effet que vous allez, notamment indésirable, que vous allez constater, ça vous donne des céphalées ou autre chose, est-ce que c'est imputable à la molécule ou pas ? Parce qu'on ne connaît pas la molécule, on ne sait pas quels sont ses effets. Et donc c'est ce qu'on cherche justement à documenter. Et donc un des projets qu'on a là-dedans qui mobilise a fortiori de la donnée. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on va chercher les données d'effets indésirables répertoriés par le patient, notamment à son domicile. Donc là ça fait appel à les plateformes de collecte de données. Bon, je ne rentrerai pas sur les détails techniques. Et après on fait tourner des modèles qui permettent d'orienter le médecin sur le fait de poser l'imputabilité ou non de l'effet indésirable au traitement. Voilà, donc ça c'est un cas d'usage concret que l'on a. Il est à la fois dans le soin, parce que là, c'est précoce, on soigne des patients qui sont, pour lesquels les protocoles thérapeutiques classiques n'ont rien donné. Voilà, donc c'est un peu leur dernière chance, on les soigne grâce aux essais précoces. Et puis c'est de la recherche évidemment, parce qu'on est encore sur des phases de développement clinique des molécules. Donc ça c'est un premier cas d'usage. Et peut-être un deuxième dans un autre registre, là est évoqué aussi plutôt côté recherche sur données avec les laboratoires. Je pense à un laboratoire américain avec lequel on travaille là en ce moment. Et donc on fournit des données, alors là pour le coup ce ne sont pas les données de la recherche clinique, ce sont les données du soin courant qu'on réutilise de manière à constituer ce qu'on appelle un bras comparateur synthétique, c'est-à-dire l'essai, donc c'est un essai de phase 3. Donc plutôt que d'utiliser une population randomisée, large, pour comparer ça au bras expérimental, donc qui va recevoir la molécule, là on va aller constituer un bras synthétique à partir des données de soins, on va constituer une cohorte synthétique à partir des données de soins pour pouvoir comparer le bras expérimental à cette cohorte. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on a en cours. Qui sera fini assez rapidement. C'est 200-300 patients, on n'est jamais forcément sur des grandes cohortes, mais là on est vraiment dans l'utilisation secondaire de données de soins de l'établissement. Ouais, des cas concrets. Mathieu, je pense que tu as encore une autre vision. J'ai effectivement une approche un peu différente. En fait, on utilise de plus en plus effectivement toute la dimension IA avec... Depuis quelques années maintenant, pas mal de machine learning autour de la lutte antifraude. C'est un sujet qui est très présent dans le domaine de la santé, puisque non pas qu'il se développe, mais qu'on arrive de plus en plus à identifier un certain nombre de situations. Et donc, l'apport du machine learning est très important dans cette approche de la lutte contre la fraude, notamment en ce qui nous concerne aux professionnels de santé. Donc ça, c'est un élément que l'on utilise tous les jours avec la mise en place d'une approche finalement à la fois technique sur la data, mais aussi renforcée bien évidemment par notre expertise métier que l'on peut avoir et qui vient au quotidien enrichir nos algorithmes et enrichir nos modèles de données pour avoir des scénarios de plus en plus efficaces, mais également des scénarios qui sont capables de s'adapter aux scénarios de fraude, aux situations de fraude qui évoluent elles également en permanence. À chaque fois qu'on identifie un cas d'usage, une martingale entre guillemets, bien évidemment les professionnels vont s'adapter. Et les professionnels, entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets sur les professionnels, c'est heureusement les professions avec lesquelles on travaille sont en majeure partie, très très grande partie, très respectueuses de leurs clients et de leurs patients. Mais voilà, on a besoin de faire adapter et évoluer les modèles en permanence. Si je reste sur la dimension IA, et puis pour rester dans ce que l'on a évoqué peut-être sur la conférence précédente que vous avez pu voir autour de l'IA générative, on travaille notamment avec les technos LLM et NLP pour améliorer notre qualité de service. On a mis en place des outils qui permettent notamment à nos managers d'aller surveiller la qualité, superviser la qualité du travail des conseillers dans une démarche d'amélioration finalement, pour vraiment s'assurer que les propos des conseillers vis-à-vis des assurés sont de bon niveau, sont appropriés, et donc rentrer dans une démarche d'amélioration continue sur cette dimension-là. Et puis on fait des choses plus classiques dans le domaine de la data. Historiquement, on a des travaux qui sont sur une approche très statistique d'amélioration du positionnement des garanties santé vis-à-vis de nos clients assureurs. Donc on a travaillé sur des modèles algorithmiques qui leur permettent finalement d'aller positionner le bon niveau de garantie face à l'exigence du client, avec la possibilité d'avoir une négociation tarifaire au bon niveau, avec l'enjeu derrière de finalement
derrière un assuré, il y a quelqu'un qui va payer une cotisation. Donc il est important de fournir le meilleur niveau de service, le meilleur niveau de garantie pour la cotisation la plus adaptée, sachant que l'on constate de plus en plus de renoncement aux soins qui est lié également à une complémentaire santé qui n'est plus souscrite par un certain nombre de bénéficiaires parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Donc c'est vraiment une préoccupation du quotidien. On travaille beaucoup grâce à la data sur toute cette dimension maintien du pouvoir d'achat des assurés et amélioration de la performance des services. Merci Mathieu. Donc on a vu là beaucoup de cas d'usage. En même temps, vous êtes dans un domaine où il y a énormément de réglementation, et tant mieux, il y en a besoin. Mais derrière, c'est quand même beaucoup de complexité, avec des enjeux de traçabilité, de confidentialité, de pseudonymisation, de protection, de sécurité. Non, je t'ai plus. Donc, de votre côté, et notamment côté hospitalier et soins, Guillaume, de ton côté, comment vous arrivez à gérer tout ça ? Alors oui, en effet, non, je t'ai plus. Ces questions-là, alors elles sont... Jacques, le challenge, il est de positionner le curseur au bon niveau, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être rigoureux, mais pas rigoriste. Voilà, j'ai envie de dire. La difficulté, c'est qu'on se doit absolument de respecter, par exemple, le droit du patient, son consentement à l'utilisation de ces données. Donc c'est vraiment l'éthique aussi, hein, on en parlera peut-être, mais voilà, une IA éthique, bon, voilà, c'est important. Et donc il faut absolument qu'on reste bien dans les clous de ce point de vue-là. Les données qui sortent de l'établissement, elles ne doivent pas être identifiantes. Voilà. Donc c'est important de bien rester dans les clous là-dessus. Mais pour autant, on sent bien que c'est aussi des facteurs limitants. À l'utilisation et à la valorisation des données, ne serait-ce que pour les partager. Voilà. Donc, quand on dit les données, il faut qu'elles soient anonymisées ou pseudonymisées pour sortir de l'établissement, et qu'elles sortent de l'établissement, c'est quand même important, parce que c'est ce qui va permettre de les pouler, de les apparier avec d'autres bases, et du coup d'avoir des puissances statistiques, etc., enfin, de pouvoir atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, quoi. Donc on a pareil, hein, les questions de sécurité, à partir du moment où vous mettez, alors je ne suis pas un technique, hein, mais à partir du moment où vous commencez à ouvrir votre SI à l'extérieur, vous avez forcément des failles dans votre SI hospitalier. Et donc, on sait que les hôpitaux aujourd'hui sont quand même des cibles à la fois privilégiées et faciles, d'une certaine manière, pour les personnes qui sont malveillantes, quoi. Donc, on a tous ces enjeux-là. Voilà. Encore une fois, il faut réussir à positionner le curseur au bon endroit, à la fois être dans les clous, mais pouvoir quand même s'assurer que on n'est pas complètement bloqué d'une certaine manière à cause de la réglementation. Parce que si on aligne toutes ces contraintes-là et qu'on les respecte, voilà, qu'on cherche absolument à être plus réaliste que le roi sur chacune d'entre elles, à la fin, autant vous dire que les projets, ils avancent quand même pas beaucoup, quoi. Donc voilà, donc il faut absolument garder à l'esprit que l'idée, c'est quand même qu'on fasse des choses qui ont de la valeur, mais en restant encore une fois dans le cadre qui nous est fixé. Et honnêtement, le cadre est déjà suffisamment contraignant. C'est déjà un challenge de le respecter en soi, quoi. Étienne, de ton côté, Non, c'est sûr que c'est des contraintes, mais moi j'y vois franchement une opportunité, hein. C'est-à-dire que si on est capable de mettre en place l'ensemble des éléments permettant de donner accès, d'ouvrir, de débunkeriser un peu nos entrepôts et de le donner accès à l'extérieur, c'est à ce moment-là où on aura un avantage compétitif, à la fois sur d'autres structures hospitalières qui ont probablement à peu près les mêmes données que nous, et aussi développer notre souveraineté, les questions de compétition à l'échelle internationale. Donc nous, on y voit vraiment une opportunité. Moi, pour l'avoir vécu de l'autre côté, ça prend du temps, hein, d'aller accéder à des bases de données hospitalières. Généralement, si vous passez 1 an ou 1 an et demi à négocier un contrat, à aller convaincre la DSN que votre schéma il est correct, d'aller voir le DPO pour lui dire est-ce que ma pseudonymisation elle est correcte, d'aller voir la direction générale pour leur dire est-ce que vous êtes d'accord pour donner accès à la donnée, que vous avez convaincu l'investigateur, le médecin, que oui, vous allez valoriser sa base de données, que vous allez faire un projet qui est éthique, qui a un intérêt scientifique, et vous êtes allé voir, vous avez réglé la question de la gouvernance.
Et là, à ce moment-là, oui, vous pouvez accéder à la base de données. Donc, en fait, moi, j'y vois vraiment une opportunité. Si vous arrivez à fluidifier tout ce parcours-là, alors à ce moment-là, vous serez dans une meilleure position pour valoriser vos données. Et ça aussi pour l'extérieur. Moi, je vous donne un exemple. 3 modes d'accès aujourd'hui au CHU de Nantes. Alors, il y en a qu'on pratique et d'autres qu'on aime moins bien pour accéder à de la donnée. Donc, soit on transfère du CHU vers l'extérieur une base de données. Alors, évidemment, il y a un certain formalisme à respecter. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est une typologie d'accès. On peut extraire les bases de données, il faut qu'elles soient pseudonymisées ou complètement anonymisées. Il y a les accès distants aussi possibles, c'est-à-dire que vous êtes un data scientist, vous pouvez depuis votre laptop accéder à distance via un port directement sur des entrepôts. Alors ça, on n'aime pas trop parce que ça crée une potentielle faille ou une brèche dans notre système d'information. Je ne suis pas quelqu'un de technique, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis enfin, il y a finalement, vous nous confiez un projet, vous réalisez le projet, on réalise le projet en interne et puis on vous confie des bases de données agrégées ou alors un rapport d'étude sur ce qui a été fait en interne. Donc vous voyez, il y a 3 modalités d'accès possibles. Alors on peut en imaginer d'autres, probablement, qui ont des plus et des moins en termes de flexibilité, en termes de protection cybersécurité, en termes de contraintes réglementaires, etc. etc. Voilà. Oui, c'est des beaux challenges, sachant qu'en plus, vous êtes quand même dans un secteur, comme toutes les organisations, les données sont quand même souvent très silotées, mais chez vous, en plus, avec la multiplicité des applicatifs, des usages que vous avez, ça ne facilite pas en plus cette partie-là. Et une vraie contrainte, c'est de savoir ce qu'on a. C'est-à-dire la question, il y a la question de la requêtabilité. Alors la qualité, oui, effectivement, mais la requêtabilité, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui, si vous me donnez une aire thérapeutique, combien de patients on a, quelle typologie de données on a pour chaque patient. Donc on y travaille, évidemment. On a de la visibilité, notamment sur la recherche clinique, parce que ça, c'est assez facile, c'est déjà bien catalogué, entre guillemets, bien structuré. Et puis il y a la donnée de soins, certes, on structure un entrepôt de données de santé, mais on a tendance, les entrepôts sont requêtables a posteriori. C'est-à-dire que vous avez une question scientifique, on est capable, avec le médecin, d'établir des critères de requête qui vont permettre de requêter notre entrepôt de données de santé. Mais on est assez peu capable aujourd'hui de but en blanc de vous donner un data catalogue de nos données de soins. Ça viendra, mais ça viendra, on Il l'espère. faut de l'organisation, il faut du temps. Ouais. Et derrière, donc, on a quand même, surtout pour travailler sur ces données, et d'autant plus des données de santé, les enjeux de qualité, et c'est pareil dans le soin. Mathieu, de ton côté, comment vous travaillez là-dessus? Alors, effectivement, c'est une préoccupation majeure qui rejoint effectivement tous les enjeux sécuritaires d'accès à l'information, qui est une préoccupation du quotidien chez nous également. La qualité de la donnée chez nous, elle se traduit par la mise en place, notamment sur tout ce qui est données référentielles. Et puis on expose un certain nombre d'annuaires de professionnels de santé que l'on travaille en interne, que l'on enrichit en interne. Donc on a une organisation avec un responsable de la gouvernance de cette information-là et qui est en charge au sein de l'entreprise, de façon transversale et pas juste sur la dimension data, d'aller s'assurer que les informations de données référentielles, les données référentielles sont de qualité et conformes aux usages que l'on veut en faire dans le système d'information. On a la chance, je dirais, d'avoir globalement des informations qui sont structurées de notre côté. On a des applicatifs sources qui nous mettent toutes ces informations à disposition. Et nos enjeux, en fait, principalement chez Santé Claire, ça va être assurer l'exhaustivité de l'information que l'on va pouvoir manipuler. Et c'est s'assurer que finalement, pour pouvoir répondre aux enjeux de valorisation de l'information, de la donnée, c'est qu'on soit le plus à jour possible. Donc on est dans une approche où on a une supervision permanente des traitements avec toute une chaîne de traitement qui est supervisée et administrée pour qu'on soit au plus proche de la qualité requise pour restituer les différents services requis. Très bien, merci pour cet éclairage. Étienne, de ton côté, donc sur ces aspects, revenir sur ces aspects, au-delà de la requêtabilité, la qualité de vos données, comment vous la travaillez? Alors c'est une très bonne question. Alors je reviens à un peu la dichotomie entre les données de recherche clinique. Alors la donnée de la recherche clinique, donc pour ceux qui ne sont pas du domaine de la santé ou de la recherche clinique, il y a des attachés de recherche clinique. C'est des personnes à part entière, donc c'est le métier d'aller collecter la donnée, d'aller discuter, de donner rendez-vous au médecin et de collecter pour chaque patient un ensemble de données. Et donc, by design, si vous voulez, la donnée issue de la recherche clinique, elle est structurée, elle est d'extrêmement bonne qualité. Mais parce qu'elle a été réfléchie, c'est-à-dire que la collecte de données a été réfléchie a priori
avant le projet, ce qui n'est pas du tout le cas des données de soins. Alors elles ont un peu le défaut de leur qualité, c'est-à-dire que certes elles sont de mauvaise qualité, mais par contre elles sont représentatives de ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, si vous voulez, un patient qui va à l'hôpital pour recevoir un acte de soins, c'est pas le même patient qui fait la démarche volontaire d'aller intégrer dans une recherche clinique. Donc, vous voyez, selon la source de données, il y a des qualités différentes. Et puis évidemment, alors on n'en parle pas, mais sur des données complexes, on a parlé beaucoup de données, notamment tabulaires, des données cliniques assez simples. Sur de la donnée complexe, il y a la nécessité ensuite d'aller les annoter, ces données, c'est-à-dire que les faire parler. Et donc ça, c'est encore une fois, je reviens à la notion de la chaîne de valeur de la donnée, ça c'est quelque chose c'est des opérations qui vont être faites a posteriori de la collecte et nécessaires pour l'usage secondaire. Et donc on doit en mettre en place des moyens, il y a des outils aussi pour le faire, pour aller annoter cette donnée, la contextualiser, la nettoyer, etc. Et donc ça, c'est un travail à part entière qui vient donner de la valeur à la donnée et qui est parfois absolument essentiel et indispensable pour entraîner des algorithmes. Voilà. Après, il y a des cas d'usage qui ne nécessitent pas le même niveau de qualité non plus. Voilà. Donc tout ça, on essaye de le gérer projet par projet. Merci. Et Guillaume, de ton côté, tu as un complément? Bien sûr, je rejoins ce que dit Étienne. C'est vrai que les questions de mise en qualité de données pour la recherche clinique, c'est vrai qu'elles ont été monitorées. Enfin, on a fait en sorte justement qu'elles soient produites avec le niveau de qualité, dès la production, j'ai envie de dire. C'est vrai que la question se pose beaucoup plus pour les questions pour les données de soins et leur réutilisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une donnée de qualité, c'est quoi? C'est lorsqu'on les a mis bout à bout, on a la vraie histoire de la maladie du patient, quoi. Donc ça veut dire, c'est une frise chronologique en fait, hein. Donc il y a des questions de date, tout ça va rentrer en ligne de compte. Et l'idée, c'est que finalement, on ait aussi les problèmes d'unicité de la donnée. Voilà, est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'elle est bien liée? Finalement, est-ce qu'une date est bien liée à une tumeur, etc. Donc, on a tout ce problème de mise en qualité. J'ai envie de dire, l'IA qu'on fait derrière, c'est les 10% presque les plus faciles. Je vais me faire peut-être pas bien aimer les data scientists, mais c'est le 90% du job, c'est la mise en qualité de données, quoi. Donc c'est là où on mange le pain noir et il faut nettoyer et mettre en qualité tout ça. Avec une difficulté supplémentaire, c'est que ça vous aura sans doute pas échappé, c'est que quand on parle de données de soins, on parle de parcours de soins. Et aujourd'hui, les parcours de soins, vous le faites pas au même endroit. C'est de plus en plus fragmenté. Vous allez en ville, vous avez relation avec votre médecin, votre pharmacien. Après, vous allez dans la clinique vous faire avoir une chirurgie. Puis vous allez arriver à l'ICO pour votre radiothérapie, repartir chez vous pour votre chimio sous thérapie orale. Donc on sent bien que finalement, toutes ces données-là, elles se retrouvent fragmentées chez tout un tas d'acteurs. Et donc après, il va falloir les récupérer et les mettre en qualité. Alors, est-ce qu'elles sont interopérables, etc. Est-ce qu'elles sont dans le même modèle? On atteint d'autres problématiques. On arrive à les récupérer, mais typiquement, le dossier patient, on l'a. On sait quel examen il a eu ailleurs. On a les comptes rendus, mais du coup, on a des comptes rendus. Voilà. Ou on a des photos de comptes rendus, encore pire. Donc, pour vous dire qu'après, il y a un travail de structuration a posteriori de ces données-là qui est énorme, qui est chronophage, qui est très coûteux, et donc qui impose de bien savoir où on va avant de se lancer dedans, quoi. Parce qu'on n'est pas encore dans des modèles, je pense à des modèles type israélien, etc., où ils sont beaucoup plus data-driven, j'ai envie de dire, dans leur façon de travailler. Et la donnée, même dans le cadre du soin, est produite de manière beaucoup plus structurée. Ce n'est pas le cas en France, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais en même temps, c'est normal, le personnel soignant n'a pas envie d'être là devant son PC en train de me dérouler des menus, etc., pour sélectionner la donnée dont il a besoin. Voilà, il a besoin d'être en interaction avec son patient. Et donc derrière, ce qu'il a envie, c'est de dicter un résumé, etc. Donc forcément, il déstructure la donnée de facto, quoi. Voilà. Donc la mise en qualité, c'est le challenge, je pense, pour nous, dans la valorisation des données. Très bien, merci. Alors il nous reste nos deux thèmes, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on va être un petit peu pris par le temps autrement. Vous avez commencé à en parler, d'ailleurs, notamment pour travailler sur la qualité, il y a des outils qui peuvent être utilisés. Et puis en plus, vous êtes dans un contexte, effectivement, dans le domaine de la santé où il y a le dossier médical, il y a le DPI, il y a
les entrepôts de données de santé. Il y a toute une série d'initiatives autour de ça. Donc, je sais pas qui veut peut-être en parler un petit peu de ce contexte et des outils derrière que vous pouvez utiliser de votre côté. Non, bah, j'ai parlé de la chaîne de la valeur de la donnée, donc je pense que je ne vais pas y revenir, mais sur la question, peut-être un commentaire sur la question de l'interopérabilité aussi, c'est-à-dire que des projets de données sont intéressants s'ils sont faits de manière un peu multicentrique, hein. Sinon, bah, on a encore une fois une question de représentativité assez limitée, une question de volume de données aussi assez limitée. Quoique je pense qu'il y a pas mal de questions qui peuvent être déjà traitées en local, puis ensuite traitées soit au niveau régional, interrégional ou national, voire international. Vient se poser la question effectivement de l'interopérabilité. Est-ce que les données elles ont été collectées dans les mêmes standards? Alors vous avez cette chance-là dans les centres de lutte contre le cancer d'être peut-être un peu mieux structurés entre vous sur la question de l'interopérabilité. Le côté CHU, c'est peut-être encore un chantier supplémentaire. Mais je pense que voilà, la donnée a beaucoup de valeur si elle est en capacité d'aller raisonner avec d'autres centres qui ont eu cette même discipline, ce même standard de données et rendre les bases de données opérables. Donc ça revient aussi à la question des outils, hein. Typiquement le West Data Hub, c'est un peu ça l'objectif, c'est-à-dire d'avoir un socle technologique commun qui est partagé entre différents acteurs. Et ce socle technologique va nous permettre de dupliquer ou de répliquer, faire des copier-coller de requêtes. Donc l'idée, c'est pas de pouler les données au même endroit, c'est pas de faire un data mart, un data lake gigantesque, c'est plutôt travailler sur ces questions d'interopérabilité pour que quand on lance une étude au CHU de Nantes, on puisse dire à nos collègues du CHU d'Angers, du CHU de Rennes, de Brest, nous, ça nous intéresse de dupliquer cette étude et qu'ils aient quasiment besoin d'appuyer sur un bouton. Alors la réalité, elle est tout autre, mais voilà, c'est la philosophie. Et c'est peut-être ça, pour moi, l'avenir, c'est-à-dire que ça casse le paradigme du on veut pouler, c'est un peu le modèle du Health Data Hub, hein, on va pouler les données au même endroit. Finalement, ça ne résout que le problème du volume de données sans résoudre les problèmes qui précèdent, c'est-à-dire notamment les questions d'interop, les questions de qualité, les questions de représentativité, etc., etc. Guillaume, ton côté, tu es à peu près dans le même contexte aussi. Ouais, bien sûr, dans le même contexte. Je dirais qu'il faut faire feu de tout bois. Il faut utiliser tout l'arsenal. Donc, ça veut dire quoi? C'est que vous devez avoir une bonne gouvernance des données. C'est pas simple à mettre en place. Il n'y a rien de trivial là-dedans. Être en mesure de bien finalement prioriser les chantiers, les cas d'usage sur lesquels vous allez travailler. De pouvoir déployer aussi finalement quelles vont être les ressources aussi mutualisées selon les cas d'usage, hein. On parle que ce soit la recherche, le soin, à un moment donné vous avez des choses qui sont mutualisées, les infrastructures par exemple, etc. Donc tout ça c'est des moyens sur lesquels repose forcément l'utilisation de la donnée. Ce sont des moyens qui sont vraiment pas évidents. Les DSI, DSN, après, quel que soit leur nom au sein des hôpitaux de soins, sont aussi assez embolisés, mine de rien. Donc pas toujours évident aussi à obtenir ces ressources-là pour les projets. Donc il y a quand même un certain nombre de difficultés, mine de rien, mais on arrive au fur et à mesure à les lisser. Je pense que ça requiert aussi un bon design organisationnel. Voilà, donc c'est important en termes d'organisation, finalement, d'avoir. Après, chacun voit l'organisation comme il le sent, mais voilà, d'être orienté encore une fois sur les cas d'usage, sur la valeur que l'on va produire, et d'avoir des équipes qui sont un peu produits, j'ai envie de dire, selon qu'on va faire soit de la recherche aux données, soit des produits à base d'IA, etc. Et puis, ça repose sur des actifs, j'en parlais à l'introduction. Donc, il faut les développer, hein. Il faut développer des entrepôts de données, des bases de données. Il faut mettre en place des outils de fouille de données, voilà, pour identifier les cohortes dont tu parlais, là, Étienne. Voilà, il va falloir aller chercher dans les dossiers, savoir si le patient respecte le critère ou pas. Donc voilà, donc ça, c'est sûr que faut utiliser tout ça, voilà, d'un coup. Merci. Mathieu, de ton côté, sur cet aspect outillage? De notre côté, on a une approche qui est, comme vous l'avez compris, qui est avec des données qui sont plus structurées que mes deux partenaires. Aujourd'hui, on a une architecture qui est relativement complexe chez Santé Claire, qui concentre tout le cœur de métier de Santé Claire. Et notre enjeu, c'est d'être en capacité à valoriser toute cette information, toute cette donnée dont on dispose,
et d'autonomiser les utilisateurs. Comment est-ce qu'on fait pour valoriser cette information? Tout simplement, on essaye autant que possible de donner la main au métier, puisque ce n'est pas avec une simple équipe data centralisée que l'on va pouvoir répondre à tous les enjeux de l'entreprise et les enjeux externes. Donc, notre préoccupation du quotidien, on a évoqué tout à l'heure la qualité et la gouvernance de données. Donc, bien évidemment, c'est un des socles, la structuration de l'information, mais c'est aussi être en capacité à travailler sur des sources d'informations transverses que va être en capacité de maîtriser côté data, mais qui vont permettre aux utilisateurs, que ce soit nos utilisateurs métiers d'une part, mais que ce soit aussi éventuellement des clients, des utilisateurs externes, qui vont être capables d'aller exploiter cette information, éventuellement de la recroiser avec leurs propres informations. C'est vraiment une préoccupation du quotidien pour s'assurer que cette interopérabilité, si je peux réutiliser le terme que j'ai entendu, soit vraiment optimale et soit vraiment productrice de valeur, tout en maintenant dans le temps cette démarche de qualité et cette composante de valorisation de l'information. Avec l'évolutivité nécessaire derrière. Exactement. Très bien. On va en termes de conclusion, aborder pour vous un peu le... Bon, on a vu que vous avez plein d'enjeux, plein de cas d'usage, plein de choses. Donc, vous ne manquez pas de sujet, mais voilà, si vous pouvez peut-être nous illustrer sur quelques défis de demain. Peut-être moi je peux commenter ou vous proposer un défi. On parle beaucoup d'entraînement de modèles et il y a énormément de publications sur de la performance et on compare les performances des modèles. Il y a assez peu d'études sur l'intégration de ces outils-là dans la pratique du quotidien et nous c'est ce qui nous drive dans le département innovation. À l'opposition des projets de recherche, on a des projets d'innovation, c'est-à-dire qu'on vient intégrer des outils d'intelligence artificielle dans notre pratique. Et donc ça nécessite quand même de l'innovation organisationnelle assez importante. Et donc, en fait, on n'est pas que technologie driven ou technologie orientée. Il y a une vraie démarche autour de l'humain, autour de l'organisation des soins, du parcours du soin, comment on communique aux patients qu'une IA a été utilisée. Et donc, il y a assez peu de projets qui sont mis en valeur sur des travaux d'intégration de l'intelligence artificielle au sein de la pratique courante. Et comme ça, la boucle est bouclée sur ma chaîne de valeur de la donnée. Là, on est vraiment au bout de chaîne. C'est vraiment c'est comment on intègre un IA, aussi performante soit-elle, dans notre pratique. Comment on forme un médecin à utiliser de l'IA, quels sont les enjeux d'éthique, comment on informe le patient, etc. etc. C'est le bout de chaîne et en même temps c'est le démarrage, parce que c'est ceux qui gèrent la donnée, qui sont producteurs de données, qui doivent être complètement intégrés dans le processus. Donc, voilà un beau défi, je pense, pour les hôpitaux et les centres de lutte contre le cancer. Qui veut compléter, Mathieu? Du coup, je vais rebondir aussi par rapport à ce que disait Étienne. Donc oui, en effet, le défi, c'est clair que de toute façon, l'IA, la data, c'est super, mais si vous ne faites pas la bonne transformation et que vous ne menez pas une conduite du changement robuste dans l'établissement, dans l'entreprise, ce que vous pouvez espérer, c'est au mieux peut-être une petite progression incrémentale, voire rien du tout, quoi. Donc en fait, la question de la data et l'IA, c'est peut-être une question technologique, mais c'est pas une question technologique. C'est une question de conduite de changement, c'est une question d'humain, et c'est là-dessus qu'on est. Le deuxième défi, c'est que, encore une fois, c'est un buzzword, data, IA, il y a c'est la grande tendance. Beaucoup de boîtes se construisent là-dessus. Il existe beaucoup de choses. Je dirais que pour nous, le défi, à un moment donné, il va falloir justement les confronter à la vie réelle. Et donc, on ne pourra pas tester tout, on ne pourra pas tout évaluer. Et donc, pour nous, le défi, il consiste à bien choisir nos combats. Voilà, bien choisir les partenaires avec lesquels on travaille, des sociétés qui ont de l'avenir, seront robustes, ne le sont peut-être pas forcément au moment où on discute avec elles, mais finiront par l'être, finiront par avoir un modèle d'affaires, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes parce que, encore une fois, on ne peut pas non plus cramer du gasoil indéfiniment sur des projets de recherche. À un moment donné, il faut que ça ait eu un retentissement, il faut qu'il se passe des choses dans la vie réelle, dans la pratique courante. Et puis le dernier point, peut-être le dernier défi, là plutôt vraiment sur la question des données, c'est est-ce qu'on les aura, ces données, encore une fois, à l'avenir? Comme je l'évoquais tout à l'heure, les parcours de soins sont quand même très fragmentés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le futur environnement de soins, c'est votre domicile. C'est pas l'hôpital, c'est pas la clinique, c'est votre domicile. Donc la question, c'est finalement les données de santé que vous allez produire d'une certaine manière à votre domicile, comment est-ce qu'on s'assure qu'on les récupère? Et donc là, on fait appel, télémédecine, etc. Donc il y a tous ces sujets-là. Mais il faut bien qu'on s'assure qu'on aura toujours cette donnée à disposition avec la qualité souhaitée. Voilà.
Merci. Mathieu, pour conclure de ton côté. Dans les défis de demain, il y a effectivement et bien évidemment des sujets technologiques. On parle d'IA et effectivement c'est un peu buzzword, mais ça fait quand même partie de notre quotidien aujourd'hui. C'est des outils qui vont apporter de la valeur et qui commencent à en apporter. Sous-jacent à cette nouvelle techno, il y a aussi des enjeux d'architecture. On a des outils aujourd'hui en place qu'il faut régulièrement faire évoluer et s'assurer que ça tienne la route dans des environnements logiciels qui évoluent aussi, qui sont poussés par les éditeurs et qui évoluent beaucoup, un peu parfois indépendamment de notre volonté, l'obsolescence programmée. Mais aussi et surtout, le gros enjeu demain pour Santé Claire, c'est également l'accès à la donnée. Même si j'expliquais qu'on avait déjà beaucoup d'informations, le régulateur est très présent sur la donnée de santé. Et il y a des remises en question assez régulières de l'accès à certaines informations détaillées. Je pense, par exemple, nous, on a besoin, pour travailler assez finement, les garanties proposées aux assurés, d'avoir, par exemple, les corrections visuelles sur des équipements optiques. C'est des éléments qui sont régulièrement remis en question pour différentes raisons. Et pourtant, c'est des éléments qui sont essentiels pour, je l'évoquais tout à l'heure, pour maintenir un pouvoir d'achat décent, pour maintenir un parcours de soins efficace. Et si on perd cet enjeu d'accès à la donnée détaillée et interopérable avec nos systèmes d'information, tout le monde y perdra finalement. Et donc il y a un enjeu d'éducation aussi, faire comprendre que c'est important. Merci Mathieu. On va juste avoir quelques minutes pour les questions. Je vous remets les petits slides finales de présentation des partenaires du Salon Data, parce que c'est important. Un petit questionnaire de satisfaction visiteur. Si vous voulez passer à notre stand, il y a aussi une tombola, donc je fais un peu de pub pour passer à notre stand. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'ai une question. François Boquet, je suis responsable de la Data Factory à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. J'ai trouvé les échanges très intéressants, d'une part. Il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu disais, Guillaume, sur la question de la conduite du changement, qui est en fait le cœur du sujet, quoi, dans la transfo numérique. La question, c'est, et c'est peut-être plus pour KPC et aussi pour le CHU, pour toi, Étienne, comment finalement on peut l'apporter et qui doit l'apporter. Est-ce que toi, en tant que... Enfin, je m'adresse à toi directement, Étienne, au niveau du CHU, comment tu envisages finalement cette gouvernance des données ? Est-ce que la DRCI est associée ? Est-ce qu'elle pilote ? Est-ce qu'au contraire, c'est géré par une autre structure ? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus ? J'ai participé ce matin à un point, enfin, c'était aussi un séminaire organisé par KPC sur les CDO. Et sur le rôle des CDO, il y avait le CDO de la Poste, il y avait SNCF Voyageurs. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être applicables à ton sens et à votre sens pour KPC au niveau de l'hôpital ? Ce serait peut-être assez nouveau, mais... Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'on n'aura pas le temps de décrire en détail la gouvernance, mais simplement, donc il y a une équipe qui est dédiée au travail sur données, qui a vocation d'abord interne, c'est la clinique des données. Donc l'idée, c'est d'avoir un guichet unique pour tous les porteurs de projets de données au sein du CHU, voilà, l'existence d'un guichet sur lequel ils peuvent s'adresser. La clinique des données, il y a une gouvernance qui est double, à la fois direction de la recherche et de l'innovation, effectivement, et puis une direction de soins. Vous voyez, parce que vraiment, c'est à cheval sur ces deux mondes-là. Et puis sur ta deuxième question, ou ta première plutôt, sur l'accompagnement au changement, on avait ce matin un événement à Aya où on parlait de la place du design à l'hôpital. Et donc typiquement, c'est des nouvelles méthodologies, enfin nouvelles en tout cas pour les hôpitaux, c'est l'utilisation de méthodologies de design centrées autour des usages, centrées autour des usagers, pour créer, voilà, il y a tout un tas de méthodologies qui sont un peu inconnus au monde de l'ingénieur, du médecin ou de l'infirmier, et qui viennent un peu dynamiter nos courants de pensée, nos croyances, et qui viennent, l'objectif c'est de diffuser une culture de l'innovation et une culture du changement de manière générale avec des méthodologies un petit peu nouvelles. Et donc on est en train de mettre en place un lab design hospitalier, comme le font d'autres hôpitaux, et qui permet d'accompagner les porteurs vers du changement. Donc c'est un des outils, alors c'est pas une réponse
pour tous les sujets. Mais typiquement, on pourrait confier à un lab design la mission d'intégrer de l'intelligence artificielle au cœur du parcours patient, comment on communique, etc., etc. Donc, vous voyez, donc on essaye d'avoir des pensées un petit peu, des courants de pensée un petit peu différents d'une autre pour accompagner ce changement. Donc nous, c'est des pistes de réflexion qu'on a, et c'est notamment ce travail avec l'école de design et puis un designer qui travaille aussi en partie avec le département innovation. C'est ce qu'on retrouve nous dans pas mal d'organisations. Le but, c'est pas que on demande aux métiers de s'adapter au système et aux data, mais l'inverse, c'est d'adapter l'interface qu'on a avec le métier pour que ça réponde à leurs besoins. Et en même temps, effectivement, d'avoir une transformation, enfin un accompagnement au changement aussi des métiers pour qu'eux-mêmes se rendent compte aussi de l'usage de la donnée, de leur rôle par rapport à ça, parce qu'ils c'est tout par-delà. Et donc c'est là que ça effectivement prend du temps en termes de travail là-dessus, un peu comme le disait Guillaume aussi. Donc effectivement, beaucoup de choses à faire là-dessus. D'autres questions? Bon, bah écoutez, on va vous laisser aller déjeuner sur la suite du salon Data, parce que c'est aussi l'intérêt du salon, c'est de se retrouver autour d'un petit buffet. Et puis merci à nos conférenciers, à nos orateurs. Merci à vous.